Cyril, toujours en direct sur les 103.1 de Radio Vallée de la Lézarde, et j'ai la chance, et ça me fait vraiment plaisir, d'accueillir deux personnes, membres d'une magnifique association. C'est Mansour et Jessica de l'association L'Étoile Filante. Bonjour à vous deux. Bonjour. Bonjour, plaisir partagé également. Ah ben c'est gentil, donc c'est leur première RVL. Voilà, en tout cas, on leur souhaite la bienvenue. Alors, pour commencer, l'association, quel est déjà votre rôle à chacun dans cette association Étoile Filante? Donc, Jessica. Mon rôle était à l'origine d'accompagner un projet sur l'accompagnement des enfants handicapés, d'informer les familles, de mettre en place des stratégies de communication. Et puis, ça fait maintenant quelques années. Et vous, donc, Mansour? Moi, je suis actuellement vice-président en charge de la coordination et le papa extraordinaire d'un enfant en situation de handicap. Donc, forcément, le côté être sur le terrain, aller à la rencontre des gens, des familles, des partenaires, c'est une chose qui m'est propre et je prends un grand plaisir à pouvoir aller à la rencontre de tout le monde pour changer le regard sur le handicap. D'accord, alors cette association Étoile Filante, est-ce qu'on peut donner un historique? Pourquoi vous avez créé, vous êtes sûrement, Mansour, je crois, à l'origine de la création de cette association. Pourquoi avez-vous créé, alors c'est peut-être pas vous étiez peut-être pas tout seul, mais voilà, est-ce que vous pouvez l'expliquer, comment est née cette belle association Étoile Filante? En fait, elle est partie d'une idée toute simple, c'est que à la base, je suis le papa d'un enfant extraordinaire en situation de handicap. Mon fils s'appelle Iliam. Et comme beaucoup de parents qui viennent d'avoir un diagnostic, on est confronté à la dure réalité de l'accompagnement, de la carence dans l'accompagnement des enfants en situation de handicap. Donc il y a une carence également dans le domaine médical, qui font que la prise en charge au niveau des enfants en situation de handicap est très compliquée avec les différents spécialistes qu'il y a dans la région havraise. Donc l'idée, c'est que mon enfant, je voulais qu'il soit scolarisé en milieu ordinaire, qu'il apprenne à grandir avec les autres enfants. Et chose que j'ai eu la chance d'avoir sur la commune de Guenneville, parce qu'il y a une grande directrice qui s'appelle Jessica, qui est à la base une amie d'enfance, qui est directrice de cette école-là, en fait, et elle a tout de suite pris à cœur d'accompagner Iliam. Donc au début, ça a été un accompagnement progressif, mais ensuite, Iliam s'est progressivement adapté. Malheureusement, l'environnement dans lequel il évoluait lui était pas adapté, parce qu'il était dans une classe où il y avait 28 élèves. Il y avait du brouhaha, c'était pas forcément adapté pour lui. Des moments, il était en crise, et nous ne voulions pas que notre enfant se calme dans les couloirs pendant que les autres enfants continuent à apprendre, à grandir aussi. Donc l'idée, c'était on voulait pas perturber aussi l'évolution des autres enfants, parce qu'on parle de handicap, mais il faut parler aussi des autres enfants qui ne vivent pas d'une situation de handicap, qui eux ont besoin aussi d'être accompagnés également. Donc on m'a parlé d'IME lors d'une ESS de la classe de Iliam. Et ensuite, à cette ISS, je me suis mis en colère parce qu'on voulait faire un placement en IME. Est-ce qu'on peut, avant, expliquer ce qu'est, justement pour les auditeurs qui ne connaissent pas, qu'est-ce qu'un IME? C'est un institut médico-éducatif qui accompagne des personnes en situation de handicap. En fait, c'est un établissement spécialisé. D'accord. Donc, il y en a quelques-uns dans la région havraise. Mais malheureusement, le manque de place dans les IME pousse qu'il y ait un délai d'attente de plusieurs années. Donc, grosso modo, mon enfant a été forcément déscolarisé. Donc, à partir de là, j'ai eu l'idée d'un projet fou, c'était de créer une association pour pouvoir permettre à des parents qui vont avoir un futur diagnostic de ne plus vivre ce que nous, on a vécu. De pouvoir avoir un accompagnement adapté, une orientation adaptée, et surtout que les enfants puissent aller dans une école, retrouver le chemin de l'école avec un accompagnement adapté. Et ça, malheureusement, les dispositifs scolaires actuels manquent cruellement dans la région, et on se devait de créer un premier dispositif qui est né en 2020. Mais je ne comprends pas, parce que vous parlez de la scolarité, et il n'existe pas maintenant des métiers
qu'on appelle des AVS, des gens qui sont formés en principe pour accompagner des jeunes enfants. À l'époque, Jessica, vous n'avez pas ce type d'emploi dans vos classes ? Alors oui, tout à fait. En fait, ce qu'on avait fait avec Iliam, c'est qu'on avait déjà fait un temps d'intégration avant même qu'il soit scolarisé, avant même ses 3 ans, pour pouvoir monter un dossier auprès de la MDPH et faire remonter les besoins d'adapter son accompagnement sur le temps scolaire, sur cette première année de maternelle. Et donc, la mise en place d'une AESH, d'un accompagnement adapté, a été assez rapide. Et puis l'aménagement également de son temps de la journée a pu être augmenté, son temps de présence à l'école grâce à l'intervention de cette personne. Il s'avère en fait qu'au fur et à mesure des années, la ESH est restée, elle était présente auprès d'Iliam, mais effectivement, on se pose la question de et après ? Est-ce que le passage au CP sera possible ? Est-ce qu'Iliam sera à même d'avoir les compétences pour rentrer dans ce qui peut être demandé, c'est-à-dire un temps d'attention beaucoup plus important, rester assis sur sa chaise et effectivement, lors d'une réunion, une réunion de fin de cycle, une ESS, s'est posé la question d'orienter Iliam en IME sur un établissement spécialisé. Les parents en général apprennent qu'il y a vraiment de l'attente, beaucoup d'attente. Et en attendant, qu'est-ce qu'on fait ? Qu'est-ce qu'on fait avec Iliam ? Comment lui va pouvoir s'épanouir auprès des autres si on le coupe de ce temps de scolarisation important et je pense que c'est à ce moment-là qu'on s'est rendu compte qu'il y avait des limites et qu'il fallait trouver des solutions, d'autres solutions pour pouvoir justement créer un groupe d'inclusion pour que ces enfants ne soient pas coupés des autres enfants, qu'ils puissent partager à nouveau des moments avec eux, mais qu'il existe un lieu pour eux, une classe adaptée qui leur permette de vivre sereinement et au quotidien un temps d'école, un partage avec tout le monde, et ce qui permet aussi aux familles de retrouver aussi une vie beaucoup plus régulière, un rythme quotidien plus facile, parfois peut-être de reprendre une activité professionnelle. Et dans le meilleur des cas, pour le moment, la création de cette classe a permis à quelques familles de pouvoir envisager l'avenir sur quelques années un petit peu plus sereinement. Alors vous êtes directrice d'une école maternelle, on précise, oui. Vous parlez d'enfants de 3 ans, etc., naturellement. Alors justement, quand vous avez créé l'association, il a fallu vous entourer. Déjà, vous êtes partis peut-être tous les deux, il y avait peut-être d'autres personnes avec vous qui vous ont rejoint, d'autres parents, ça s'est su. Comment vous avez un peu communiqué pour l'existence de cette association ? Parce qu'au début, vous êtes un peu seul, et voilà. En fait, j'ai la chance de par mon parcours dans le passé, d'avoir pas mal de connaissances dans le milieu médical. Et du coup, quand j'ai sollicité les personnes que je connaissais, ils m'ont tout de suite dit Mansour, on te suit sur ton projet. Après, on n'est pas forcément spécialisé dans le champ du handicap, mais notre réseau peut te servir. Donc, si tu as besoin de rencontrer certaines personnes, donc je me suis laissé un mois de réflexion à savoir qui on allait mettre en place et quelles sont les personnes qui pouvaient aider à mettre un tel projet en place. On a tout de suite été voir les personnes qui pouvaient vraiment nous aider et amener une valeur ajoutée à ce projet-là. Donc la présidente est Bertie Picot, Dr Picot, qui a une belle connaissance dans le milieu de la reconnaissance de l'autisme. Elle est médecin pédiatre et moi-même je ne voulais pas être président parce que je voulais que ce projet reste objectif. Je suis objectif vis-à-vis d'Iliam, mais je ne serai pas objectif vis-à-vis des autres enfants, et on voulait que ce projet serve à Iliam mais aussi aux autres enfants. C'est bien. Donc on voulait pas faire que pour Iliam, on voulait faire également pour les autres enfants, même si ça a été l'élan moteur, ça a été Iliam. Il faut savoir qu'aujourd'hui, on a commencé un projet avec 32 membres et actuellement nous sommes plus de 65 personnes à continuer. Donc le projet évolue parce que au-delà de la création d'écoles, nous sommes aussi dans pas mal d'autres domaines, mais voilà, en 3 mois de temps, entre le moment où j'ai pris la décision de l'ESS et la création de l'association, il s'est passé 3 mois. En 3 mois, on a réussi à mettre autour de la table 32 personnes
et commencer à réfléchir sur un projet. On voulait amener autour de la table des personnes de classes sociales différentes, de professions différentes, de cultures différentes, pour que ce soit un projet humain avant tout, parce qu'on vise l'humain. On voulait que ce soit vraiment bénéfique pour la famille, pour les familles, pour les enfants. Il faut savoir qu'aujourd'hui, le handicap touche beaucoup de monde. On est tous plus ou moins concernés par le champ du handicap. Et malheureusement, un des deux parents doit arrêter de travailler quand ils sont en couple. Et bien souvent... Ça a été votre cas ? Ça a été notre cas. Ça a été le cas de ma femme qui a dû mettre son métier de côté pendant 6 ans. 6 ans. 6 ans, tout à fait. C'est-à-dire que l'enfant actuellement a 6 ans ? Non, il a 9 ans. Il a 9 ans, oui. Oui, tout à fait. Effectivement, 3 ans et 6 ans. Oui, voilà, elle a repris une activité il y a 1 an en créant sa société de salon de coiffure sur la commune de Guenneville. Donc on a aménagé un salon de coiffure à la maison où elle prend le temps d'accueillir ses clientes et ses clients, mais tout en gardant un temps pour pouvoir garder Iliam, parce que moi-même je travaille. Donc au niveau de la gestion des plannings, il était important de pouvoir trouver quelque chose qui puisse nous correspondre, parce que le commerce malheureusement ne s'adapte pas à l'accompagnement de nos enfants, et voilà. Et on voulait trouver un équilibre entre vie de famille et travail, et je pense que voilà, c'est un beau projet que ma femme a mis en place, et aujourd'hui je suis fier de ce qu'elle fait, et elle aussi, elle est contente, elle est heureuse, elle est épanouie, c'est le principal. En tout cas, hein, vous pouvez. On va se faire une première pause en musique, parce qu'on va parler de cette fameuse classe Sophia et puis de ce projet d'école, hein, c'est important. Et puis aussi un événement, même si le spectacle est complet, on va quand même pouvoir en parler. Voilà. On va écouter Mathieu Chédid avec La Bonne Étoile, et on se retrouve juste après avec Mansour et Jessica de l'association L'Étoile Filante. T'es rien, juste une poussière dans un système solaire, une chose mystérieuse. C'est rien, on est tous un peu flous, pas sûrs de nous du tout, dans la nébuleuse. Mais ce soir, en regardant les étoiles, j'ai vu dans le ciel quelque chose qui brille, brille, brille. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, et toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. À l'œil nu, si on veut, il fallait ouvrir les yeux sur ce point lumineux. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais y croire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Oh, la belle étoile, quelques étoiles filantes, toi, la bonne étoile, autour de toutes ces figurantes. Oh, la belle étoile, oh, la belle étoile. J'étais à des années-lumière de penser qu'un jour je pourrais lui plaire. Ça me sidère, ce désir qui monte en moi. Ah, la belle étoile, quelques étoiles fuyantes, et toi,
Mathieu Chédid, la bonne étoile sur les 103.2 RVL. Si vous voulez nous rejoindre, j'ai dans mes studios, c'est en direct, il est 15h19 sur les 103.2 RVL et partout en France d'abord. Jessica et Mansour de l'association donc l'étoile filante. Vous voulez rebondir, Jessica, justement sur les partenaires, puisque on a parlé de partenaires dans le domaine plutôt médical, et vous voulez aussi parler de l'éducation. Oui, quand tout à l'heure vous avez posé la question, mais au départ, comment vous êtes entouré des personnes que vous aviez jugées adéquates pour mener de front ces projets. On a pu, de par nos connaissances, essayer de réunir différents types de personnes, que ce soit donc dans le domaine médical et surtout pour donner aussi de la crédibilité à notre projet, mais des personnes également en lien avec l'enseignement spécialisé, mais également aussi des familles qui étaient en attente, des familles qui avaient besoin d'accompagnement. Et je pense que ces 3 domaines étaient importants pour pouvoir échanger sereinement et comprendre les attentes de chacun, et que ça puisse, en fait, que l'association puisse répondre réellement aux besoins qui se faisaient sentir pour tous. Alors, cette classe qui a été créée, elle est récente, la classe qu'on appelle la classe Sophia. Elle est de 2020. Elle s'est fait, pour information, un jour, je reçois un coup de téléphone pour cette petite anecdote du ministère me demandant de pouvoir rencontrer le conseiller en charge du handicap de Sophie Cluzel, de pouvoir nous rencontrer parce qu'ils ont trouvé notre projet intéressant. Donc je suis allé au sein du ministère rencontrer le conseiller qui était Patrice Fondin à l'époque, et par cette rencontre, il m'a demandé de participer à un groupe d'experts sur l'école inclusive à l'échelle nationale. Donc j'ai participé à plusieurs réunions et il y avait des spécialistes qui étaient là, il y avait des chefs des cabinets du ministre de l'Éducation nationale, du handicap, etc. Et il y avait une trentaine de personnes qui participaient à cette réflexion sur l'école inclusive, et ça a été un honneur pour nous, en tant qu'association, de pouvoir représenter, de participer à cette réflexion. Et ensuite, il y a eu un rapport qui a été rendu, et l'association y figure en bonne uniforme sur ce rapport. Donc il était important pour nous d'avoir cette reconnaissance au niveau du gouvernement et de pouvoir commencer à avoir cette réflexion. Donc ensuite il s'est enchaîné beaucoup de rendez-vous entre l'ARS, l'Agence régionale de santé, l'éducation nationale, pour pouvoir justement avoir cette réflexion et commencer à poser les premières pierres sur le projet. Parce que cette classe, en fin de compte, il faut quand même de l'autorisation. Alors moi je connais rien du tout au niveau. Peut-être que vous pouvez pouvoir répondre, Jessica, par rapport à l'éducation nationale. Vous rentrez quand même dans l'école. On sait qu'on ne rentre pas comme ça dans l'école. Comment ça vous avez pu justement, avoir certains rapports avec l'éducation nationale? Ça a été difficile au début ou Non, c'est pas assez difficile. C'est que au début, en fait, on devait avoir une entité juridique qui s'appelle. C'est un établissement spécialisé parce que on accompagne des enfants en situation de handicap. Et il est tout à fait normal que il y a une entité juridique qui soit porteur de ce projet-là. L'entité juridique, c'est l'EPA Hélène Keller, qui est notre partenaire privilégié, où ils se sont tout de suite investis avec nous dans ce projet-là. Ils ont passé beaucoup de temps à écrire le projet avec nous. Clotilde Arret-Charbalet et Mélinda Aubrin, qui sont les responsables de l'EPA Hélène Keller, qui nous ont pas mal accompagnés. Et justement, on a fait en sorte que c'est une première, parce que ça s'était jamais fait, un dispositif de cette sorte, entre l'éducation nationale, l'agence régionale de santé, les mairies, l'association. Il y avait tout un tas de personnes autour de cette table-là, et ce projet a été construit ensemble. C'est-à-dire que nous étions à la base sur un projet de fond, mais ensuite nous avons travaillé sur la forme, comment on pouvait le mettre en place. Parce que nous ne pouvons pas mettre légalement un projet inclusif n'importe comment. Tout le monde ne peut pas le faire. C'est clair. Et donc il y avait des règles à respecter, et ces règles-là, on les a mis en place en partenariat avec l'éducation nationale, l'agence régionale de santé, la ville de Gonfreville-Lorcher, l'EPA Hélène Keller et l'association Étoile Filante. Donc à l'heure actuelle, la classe est dans l'école, vous l'avez dit, peut-être, je sais plus. De Turgoville. Turgoville, voilà. C'est dans le centre de Gonfreville-Lorcher. Voilà, tout à fait.
Dans la ville haute, parce qu'il y a la ville basse. Oui. Voilà, il ne faut pas oublier, les quartiers Gournay et Méville font partie de la ville de Gonfreville-Lorcher. Et lors de la construction de ce projet, en fait, il était vraiment important que tous les partenaires puissent être présents afin d'apporter ne serait-ce que l'aide humaine nécessaire à la mise en place de cette classe, c'est-à-dire au niveau éducation nationale, par exemple, un enseignant spécialisé mis à disposition de la j'allais demander classe. justement, parce qu'il y a l'enseignant qui est quand même hyper important. Il faut quand même le nommer, et qui il est rémunéré par qui, etc. Voilà. Et c'est un enseignant spécialisé. D'accord, ok. Oui. Donc mis à disposition effectivement par l'éducation nationale et également une AESH qui accompagne les enfants. Une classe de combien d'élèves ? Là, actuellement, ils sont 7, ils vont passer à 8 élèves. En fait, nous avons commencé avec dans des conditions particulières que nous connaissons tous, le confinement. Oui, c'est vrai COVID, que oui, 2020, oui, mais oui. Et en fait, voilà, nous avons commencé avec un petit effectif parce que on voulait pas mettre en difficulté l'équipe pédagogique qui était en place parce qu'il y avait tout à construire. Puis une phase de test aussi, sûrement, au oui. début. Alors, je ne dis pas qu'on part dans l'inconnu, parce que la personne, c'est son métier, etc. Mais ce projet, il faut qu'il soit cohérent. Voilà, tout à fait. Il y a beaucoup de choses à ajuster parce que chaque handicap ne s'accompagne pas de la même manière. Aujourd'hui, on peut parler d'autisme, mais il y a différentes formes d'autisme, il y a différentes formes d'accompagnement. Et on peut pas dire cet enfant-là est en situation d'autisme, on va le mettre dans la classe Sophia, ça se passe pas comme ça en fait. Hein. Donc il y a eu une étude sur les profils, on a étudié un type de profil qui devait rentrer dans la classe à la base, et ensuite ce profil-là a évolué avec le temps. Et donc il y a des intégrations d'enfants qui se sont faites dans le temps. On était à la base 4 enfants. On est passé à 5, 6, 7 et là on va passer à un 8e enfant. D'accord. Il y a une prise en charge aussi pour les parents ou c'est pas spécial ? Non. Il n'y a aucune prise en charge financière. En fait, l'idée, c'était que ce soit les familles qui se déplacent pour ramener leurs enfants au sein de l'école. D'accord. Bien évidemment, il peut y avoir des ajustements parce que il y en a qui habitent au Havre, c'est compliqué, ils ont plusieurs enfants à accompagner, etc. Là, il peut y avoir une aide bien spécifiques qui peuvent être mis en place. Mais ça reste vraiment de l'exception. Et ensuite, la seule prise en charge qu'il y a quand on parle d'inclusion, c'est les enfants qui mangent à la cantine, les familles payent la cantine. Donc là, du coup, ils sont rattachés à l'école Turgoville, la cantine. Alors c'est comme si en fait. C'est une classe de l'école. C'est exactement ça. Ces enfants extraordinaires font partie d'une école et vivent une vie d'écolier comme tous les autres enfants de l'école de Turgoville. Alors Turgoville maternelle ou l'école primaire ? École primaire. D'accord, ok. Élémentaire. Donc là, ce sont élémentaires, oui, c'est vrai. et oui, c'est vrai qu'on dit plus, oui, c'est resté à la vieille école, moi, en fin de compte. Et on dit plus d'abord instituteur, on dit professeur des écoles, et c'est vrai. Au niveau de cette école, c'est des enfants, en fin de compte, de 6 à 10 ans, donc si c'est école élémentaire, c'est ça ? C'est 6-12 ans, pardon. 6-12 ans. Voilà, tout à fait. D'accord. Donc, pour l'instant, il n'y a pas une école classe Sophia pour une classe de maternelle. C'est pas encore fait ou il y a un projet ? Non, parce que en fait, l'accompagnement des enfants en situation de handicap, elle est beaucoup moins problématique en maternelle qu'en école primaire. D'accord. Donc, parce que on est moins exigeant. Parce qu'on est sur des phases d'apprentissage, on est dans une phase qu'en école primaire, normalement les enfants à l'école primaire, ils doivent avoir des postures d'élèves, c'est-à-dire rester assis pendant plusieurs minutes, D'accord. etc. Et ça peut être compliqué pour un enfant qui souffre d'hyperactivité, par exemple. Tout à fait. Donc de lui demander de rester en place, il va pas comprendre. Il va pas forcément comprendre les consignes ou les longues phrases. Donc il y a tout un système. Il y a l'environnement également. Les couleurs, des fois, ça peut amener un enfant à rentrer en crise. Ça peut être des portraits, des visages ou des choses comme ça sur des posters. Pareil pour un enfant, ça peut l'amener dans une difficulté assez importante. Alors, oui. Le temps scolaire peut être aussi facilement aménagé. Vous avez anticipé ma question, j'allais dire justement par rapport au temps scolaire, mais au contraire, allez-y. Donc effectivement, en maternelle, le temps scolaire peut être
plus facilement aménagé pour les enfants avec une succession d'activités un petit peu plus courtes, ce qui permet des déplacements, ce qui permet d'utiliser différents types de matériel, de mobilier, et donc de ne pas en fait limiter les enfants et de les laisser assis sur une place précise. En fait, tout est fait, le mobilier, le matériel, l'accompagnement, parce qu'il y a les enseignantes, mais il y a également des ATSEM, et parfois les AESH sont déjà en place dès la maternelle, ce qui fait qu'il y a beaucoup plus de référents adultes autour des enfants. Et puis, en général, beaucoup d'orientations IME se font lors du parcours maternel, puisque c'est souvent à ce moment-là qu'on se rend compte que les enfants auront des difficultés à suivre un cursus dit classique, et que les démarches et les dossiers à monter auprès de la MDPH, la Maison du Handicap, sont un petit peu plus longues pour pouvoir orienter après les enfants. Donc, d'où votre colère par l'IME. Vous avez expliqué au début de l'émission, le temps d'attente est très très long, et donc l'enfant, effectivement, s'il n'y avait pas eu cette classe-là, votre enfant il serait peut-être encore déscolarisé. Oui. Et voilà. Oui, clairement. En fait, c'est le manque de place, en fait. Après, c'est pas forcément mis en place. Enfin, c'est pas lié à la MDPH. Non, bien sûr. C'est bien plus problématique que ça. Mais aujourd'hui, voilà, tous les enfants, en fait, il faut mettre en place. Nous pensons et nous sommes convaincus que il y a différentes formes d'accompagnement pour des personnes en handicap, donc il faut différents dispositifs qui puissent les accompagner. Aujourd'hui, malheureusement, en France, quand un enfant ne rentre pas dans une case, il est mis de côté. C'est très compliqué. Et aujourd'hui, on devrait mettre en place plus de dispositifs. Là, nous avons construit un premier projet qui est la classe Sophia. On viendra d'autres également. Il y a aussi d'autres villes qui sont très intéressées par la classe Sophia, qui voudraient mettre le même type de dispositif chez eux. Vous pouvez être un peu, alors j'aime pas ce mot-là, mais un peu la vitrine, et pas le test non plus, mais par rapport à ces projets-là, et vous demandez aussi, ça sera ma question d'après, si ce projet fonctionne justement depuis 2 ans. Est-ce qu'il y a du recul, assez de recul pour pouvoir dire oui, ce projet fonctionne et on est sur la bonne voie? Écoutez, pour rien vous cacher, nous avons eu, ce qui est rare, les félicitations de l'Éducation nationale. Alors voilà, il faut le dire. Non, mais il faut le dire. Non, mais il faut reconnaître, parce que effectivement, quand les choses se font correctement, on est les premiers à le dire. Et aujourd'hui, ce partenariat a fait que, grâce à ce partenariat, et je remercie tous les partenaires, bien évidemment, des enfants qui étaient en rupture scolaire ou déscolarisés ont retrouvé le chemin de l'école, mais pas que. Ils ont pu faire de grandes évolutions. J'en suis le premier concerné parce que mon fils bénéficie de ce dispositif. Et je vois les évolutions qu'il a pu faire, elles sont juste incroyables. Ça. Concrètement, parce que voilà, il faut vraiment regarder aussi le côté concret. Vous côtoyez un peu personnellement, j'ai cru comprendre aussi. Vous avez vu l'évolution, Jessica, en tant qu'ancienne. Alors je ne sais pas si vous étiez sa professeure à l'époque. Oui, je crois que oui, il était dans votre classe. Oui. Est-ce que vous avez vu l'évolution justement tout à fait. d'Iliam, c'est ça? Tout à fait, oui. Moi, j'ai quitté un petit élève en fait qui est parti donc et qui a eu la chance d'intégrer la classe Sophia. Et j'ai plaisir en fait chaque année à voir l'évolution en fait d'Iliam sur ses apprentissages, sur les changements qu'il peut avoir au niveau de ses habitudes, de son autonomie aussi. Et on voit bien en fait que cet accompagnement est totalement adapté à son évolution et à sa progression. Il est dans vraiment une belle dynamique, et je ne sais pas si ça aurait été le cas en fait si il n'avait pas pu intégrer cette classe. Alors justement, par rapport à cette classe, ce qui est très bien, c'est que vous l'avez dit, c'est qu'il est dans une école publique. Voilà, c'est pas une école privée, c'est dans une école privée, Turgoville. C'est-à-dire que les enfants mangent à la cantine avec tous les autres élèves, vont en cours de récréation aussi avec les autres élèves, et font aussi des sorties scolaires avec les autres élèves, c'est ça? Oui, tout à fait. En fait, on parle d'inclusion progressive. On ne parle pas, parce que l'inclusion peut être violente pour un enfant en situation de handicap quand elle n'est pas faite dans de bonnes conditions. Et nous prenons l'inclusion, mais pas dans les conditions dans lesquelles on nous vend ça. En fait, la problématique aujourd'hui, c'est que on va pas s'adapter à un enfant en situation de handicap. Ça va être l'enfant en situation de handicap qui doit s'adapter aux autres.
Et l'idée, c'était de mettre un dispositif complètement adapté pour les ramener tranquillement vers de l'inclusion. Donc ça a commencé d'abord à la cantine, pendant les temps de récréation, les sorties scolaires, les spectacles, et aujourd'hui, il y a un enfant qui fait 80% de son temps pratiquement de l'inclusion. Et ça, c'est une belle victoire. Et on a quelques autres enfants qui font également de l'inclusion progressive dans d'autres classes. Et ça, c'est une très belle victoire. Quand vous entendez à la sortie de l'école, parce que j'ai la double casquette en tant qu'association Étoile Filante et Papa, quand je viens à l'école, c'est le papa qui vient, c'est pas l'association Étoile Filante. C'est bien. Et quand j'entends des mamans venir me voir et me dire, vous savez, je vais reprendre mon travail. Ça, c'est une belle victoire. Ah, c'est chouette. En tout cas, vous voyez comme quoi des fois des petites idées comme ça peuvent faire bouger les choses. Et voilà, et c'est bien. On va faire une deuxième pause en musique et après on continuera à parler naturellement des projets, de tout. Voilà, tout ce qui est encore plein de questions à vous poser. On vous rappelle, c'est l'étoile filante. Et il y a une question là, juste avant de mettre juste une petite question. Je ne sais pas si elle est bête ou pas. Pourquoi Sophia? En fait, Iliam n'était pas seul à la base de notre idée d'association. Il y avait également une autre petite fille. D'accord. Qui s'appelait Sophia. Ah. Qui malheureusement nous a quittés en mars 2019. D'accord. Et la maman était très investie avec nous dans ce projet-là parce que Sophia aurait dû intégrer également la classe Sophia. Écoutez, on va lui dédicacer la chanson, on va lui casser l'émission. Et on va écouter une chanson, alors justement, qui sera dans le spectacle en partenariat avec l'Étoile Filante, c'est le spectacle de la Chorale du Jeudi à Gonfreville-Lorcher. Alors on en parle quand même si les places, tout a été vendu en peu de temps. Oui, le spectacle est complet. C'est ça le succès de la Chorale du Jeudi, c'est comme ça. Voilà, c'est le talent. Donc la Chorale du Jeudi sera en concert mardi. À l'espace culturel de la Pointe de Caux, donc pour le mardi 15 novembre à 20h. À 20h, et dans ce spectacle de chorale du jeudi, il y a la fameuse chanson Africa du groupe Toto. Voilà, et on se retrouve juste après avec Jessica et Mansour de l'association Étoile Filante. Hear the drums echoing tonight, and she hears only whispers of some quiet conversation. She's coming in 12:30 flight. The moonlit wings reflect the stars that guide me towards salvation. I stopped an old man along the way, hoping to find some old forgotten words or ancient melodies. He turned to me as if to say, hurry boy, it's waiting there for you. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100 men or more could ever do. I bless the rains down in Africa. We're gonna take some time to do the things we never had. The wild dogs cry out in the night as they grow restless, longing for some solitary company. I know that I must do what's right, sure as Kilimanjaro rises like Olympus above the Serengeti. I seek to cure what's deep inside, frightened of this thing that I've become. It's gonna take a lot to drag me away from you. There's nothing that 100
Mansour et Jessica sont nos invités encore. Et oui, pour le Toto Africa, je vous l'ai dit. Et on vous l'a dit, le spectacle, c'est mardi, c'est complet malheureusement. Mais ils ne sont pas là que pour le spectacle. Je ne vois pas pourquoi on aurait fait une interview pour un spectacle qui est complet. C'était bien, hein. En tout cas, c'est la chorale du jeudi qui sera donc en partenariat avec l'Étoile filante en concert à l'espace culturel de la Pointe de Caux à Gonfreville-Lorcher. C'est à quelle heure? C'est 20h, 20h30. Hein. C'est 20h. On ouvre les portes à 19h45. Oui, je devrais le savoir en plus. Je vais me faire taper sur les doigts. Bon, en tout cas, voilà, la chorale du jeudi vous propose son spectacle Jukebox. Alors, si je pouvais ajouter quelque chose, moi, je tenais sincèrement à les remercier au nom de l'association parce que la chorale du jeudi était là dès le départ, il y a 4 ans, quand on a organisé un café gourmand. C'était notre première petite manifestation pour parler de notre association devant public, et ce sont eux qui ont ouvert un spectacle avec quelques chansons. Ils étaient là déjà dès le départ. Et donc aujourd'hui, ils continuent de nous accompagner et on les remercie énormément. Écoutez, le message est passé. En tout cas. Alors, on a parlé un peu hors antenne. Voilà, et c'est quelque chose que j'ai envie vraiment que vous le dites en direct. Parce que vous dites, nous, on n'est pas là pour faire de l'argent sur le dos des enfants, on est là pour un projet humain. Parce que voilà, naturellement, ce projet de Classe Sophia, il y a beaucoup notamment sûrement la visite d'inspecteurs académiques, de gens, de partenaires. Vous avez parlé ici, vous allez même en parler, de partenaires de Lille, des gens de Lille qui sont venus vous voir. C'est sûr que c'est un projet magnifique. Pourquoi il n'y a pas y avoir pensé plus tôt? On y pense, c'est vrai, mais c'est vrai. Et des gens vous même proposé de le vendre, ce concept. Donc c'est ça. En fait, l'idée, oui, il y a certaines personnes il y a des concepts qui peuvent se vendre. Nous, on est contre ce concept-là. C'est pour ça qu'en plus, on est contre ce concept-là parce que aujourd'hui, on veut pas se faire de l'argent sur le dos du handicap. On est là pour mettre des projets nobles. On est tous bénévoles. On est 65 membres aujourd'hui, tous bénévoles dans l'association. Après, il y a une équipe pédagogique qui est là. Pour faire de la qualité, il faut salarier les personnes. C'est normal. Comme nous ici, nous on est une radio associative. Exactement. Et si on veut mettre de la rigueur et du sérieux, on n'a pas le choix. Et aujourd'hui, nous donnons le projet clé en main à toutes les communes qui souhaitent mettre une classe Sophia dans leur école. Voilà, clairement, on peut les aider, on peut travailler avec eux pour que ce concept puisse s'élargir à un plus large public, parce qu'aujourd'hui, il y a urgence. Il y a encore des enfants qui sont déscolarisés, il y a des enfants qui sont encore en rupture scolaire, et plus vite on mettra des dispositifs qui soient adaptés, mieux ce sera. Un enfant qui est pris en charge dès le plus jeune âge aura plus de chances d'aller vers une certaine forme d'autonomie plus tard, donc il sera moins à la charge de l'État, que si on faisait rien du tout et qu'on les prenne à 16, 17 ans, et malheureusement, il est déjà trop tard. Et justement, il y a personne, ça serait bien que vous présentiez ça, je sais pas, au rectorat, avec tous les recteurs de France, ça serait pas mal ça, parce que ça, il faut en parler, je trouve que c'est exceptionnel. Oui, justement, c'est des étapes qui vont venir par la suite, parce que le projet Sophia date de 2020, il fallait un peu de temps. C'est vrai. Il fallait un peu de temps. Il y a justement une équipe scientifique qui va travailler sur le projet de la classe Sophia. Il va y avoir une étude qui va être faite avec des étudiants qui passent un doctorat au niveau des chercheurs de l'éducation nationale. Et ça, il va y avoir une thèse qui va être mise dessus sur cette classe-là, et cette thèse-là, ensuite, elle sera divulguée au niveau de l'éducation nationale, et puis ensuite, on pourra faire des bébés. Est-ce que, là on parle de la France, c'est une première en France apparemment, mais est-ce que dans d'autres pays vous avez eu des cas similaires, vous êtes au courant, vous avez rencontré du monde? Alors, au moment où on a commencé à regarder à la création de cette classe et de ce dispositif, on avait commencé à regarder ce qui se faisait bien évidemment à l'extérieur. Et il existe des classes un peu similaires. On avait regardé notamment des mises en place au Canada de mémoire, dans des pays du Nord également. Après, nous, on a surtout fait avec les outils que l'on avait sous la main, j'ai envie de dire, et puis les différents partenaires que l'on a
pu rencontrer, alors je ne sais pas si des dispositifs similaires exactement à la classe Sophia avec tous ses partenaires, que ce soit l'ARS, le PLN Keller ou alors l'éducation nationale existent dans d'autres pays, mais en tout cas pour la France, c'est ce qu'on disait tout à l'heure, c'est faisable et les outils sont disponibles et ils sont en place. Et c'est concret, voilà, c'est réalisable. Tout à fait. Alors, on parle d'école primaire, mais après, après le CM2, il y a le collège. Est-ce que justement, naturellement, ces enfants-là, il faut continuer. C'est ce que je vous souhaite. Est-ce que l'Étoile filante a comme projet justement d'aller après au collège, pour aider à accompagner ces enfants et les autres enfants d'autres familles? Oui, on a un projet fou. Un autre, c'est de créer une école rattachée à un collège pour pouvoir justement faire de l'inclusion inversée et de permettre aux enfants de la classe Sophia de continuer à évoluer vers un dispositif qui soit adapté, mais pas que. Ça va permettre aussi à d'autres enfants qui étaient en rupture scolaire de pouvoir être accompagnés dans de bonnes conditions, dans un environnement qui leur est favorable, où ils pourront prendre le temps d'apprendre à grandir, avec des gens formés et compétents, où l'outil digital et la science va pouvoir mettre en place des choses pour pouvoir les accompagner en fait. Et oui, on est en train de travailler sur ce projet-là. On se donne 3 ans maximum pour que ce projet soit réalisable. Alors à l'heure actuelle, c'est en phase de test. Qu'est-ce qui vous manque? Déjà, il vous faut un terrain, il vous faut d'autres partenaires, parce que ça coûte de l'argent de construire un bâtiment. Ça serait un bâtiment où il y aura primaire-collège, ou non, que collège, en laissant la classe Sophia, par exemple, dans l'école Turgoville? En fait, il y aura un collège où il y aura 4 ou 5 classes. C'est pas encore vraiment défini, comme on est à l'étape 0, ou avec un système d'évolution différente, où on mettra dès le plus jeune âge un système d'aide à l'apprentissage, parce qu'il y a des entreprises privées qui sont très intéressées justement à financer une partie de ce projet-là, et de pouvoir prendre en stage aussi des enfants, parce que comme ce sont des enfants où il leur faut une plus longue période pour pouvoir se former, que de faire certaines matières, autant faire des choses sur lesquelles ils sont capables de faire, et de pouvoir les amener tranquillement vers un système d'apprentissage, et pour d'autres enfants qui ont un peu plus de facultés, de continuer à les faire évoluer pour aller vers de l'inclusion progressive ou de l'inclusion définitive. Et aujourd'hui, on voulait faire ça avec différents niveaux, des classes avec différents niveaux. Ils pourront évoluer en fonction de leurs capacités. S'ils évoluent, ils pourront passer à l'étape supérieure, et s'ils ont des difficultés, ils pourront redescendre pour être accompagnés dans de bonnes conditions. Le but étant de faire une passerelle, surtout entre la classe Sophia et ce qui existe dans un dispositif un petit peu plus limité, un petit peu au niveau effectif, à un dispositif un peu plus grand qui correspondrait à envisager le futur pour ces jeunes enfants, parce que se pose à nouveau la question, et après la classe Sophia. Et donc le but, c'est de créer justement cette école pour que chacun puisse y trouver sa place, puisse y trouver des partenaires, puisse envisager de rentrer en apprentissage ou pas, et de toujours garder des locaux adaptés, un espace dédié, et toujours de l'inclusion, toujours de la communication avec les autres à part entière, sur des temps d'échange donnés, notamment avec des collégiens. Ah, c'est chouette. Et donc, on a parlé du concert, mais pour aussi, est-ce que vous organisez d'autres choses au cours de l'année? Quelle est votre activité tout au long de l'année? Déjà de suivre des dossiers, ce fameux projet qui va être quelque chose de très très lourd, je suppose, et je vous le souhaite, et j'espère vous réinviter, et ça, je tiens la promesse de vous réinviter si jamais elle voit le jour, cette école, pour vous dire comment ça s'est passé, comment vous avez réussi, justement, pour donner envie à d'autres personnes dans d'autres régions de continuer, au contraire. Avec plaisir. Alors vous organisez quoi tout au long de l'année pour Nous organisons des manifestations en fait. Là, avec le Covid, on s'était un peu comme calmé. Tout le monde, oui. Et voilà. Là, le premier spectacle, le premier gros événement
avec les remerciements de la chorale du jeudi, ça va être à la rencontre d'un autre public qu'on n'a pas l'habitude forcément de rencontrer. En fait, nous créons des manifestations justement pour aller rencontrer un maximum de personnes, pour sensibiliser sur la question du handicap, changer le regard sur le handicap. Là, le prochain gros événement qui va avoir lieu, ça sera le 24 juin, où il va y avoir un match de gala qui va être mis en place avec des joueurs de football professionnel. Et ça va être un gros événement. L'entrée sera gratuite au stade de la Cavée Verte. Il y a aussi un autre événement, et là, ça sera historique si ça se met en place. Du moins, c'est dans les hautes instances. C'est avec la Ligue de football professionnel où on va dédier une journée dans l'année où les joueurs professionnels vont rentrer lors d'un match de championnat partout en France avec des enfants en situation de handicap pour parler de cette cause. Et ça, c'est super important. Donc, le projet a séduit les plus hautes instances du football. Et aujourd'hui, voilà, ça devrait se faire, je pense, à moyen terme. Bah écoutez... Donc après le 15 novembre, ce sera le 24 juin. Le 24 juin. Bon, on en parlera en temps voulu quand on aura votre communiqué. Il n'y a pas de souci. Bon, on attendra un petit peu parce que là. Alors, au niveau donc de ce projet, collège, etc. Quels sont vos outils de communication? Vous avez un site internet, parce que s'il y a des gens justement qui voudraient, qui seraient intéressés, pourquoi pas d'être partenaire avec vous, pour être bénévole, parce qu'on a toujours besoin de bénévoles. Qui auront des choses à apporter, des architectes, pourquoi pas pour le lieu. Enfin, je dis des choses comme ça, on ne sait jamais. Si on a un petit architecte bénévole, ça peut aider. Voilà. Est-ce que donc votre outil de communication, il y a un Facebook, il y a un site? Oui, effectivement, il y a une page Facebook qui est mise à jour régulièrement avec des coordonnées des personnes à joindre pour différents types de questions. Ça peut être des familles qui ont des demandes particulières ou qui ont besoin de conseils pour le suivi de leurs enfants. Ça peut être des personnes qui seraient intéressées pour travailler bénévolement avec nous. Ce serait également des personnes qui pourraient apporter parfois du matériel, ou on sollicite les personnes. Profitez justement de l'antenne pour vos besoins, pour énumérer vos besoins. Bah écoutez, on va en profiter. Et, non, mais en fait, oui, effectivement... Dans le cadre du projet de l'école, nous avons besoin de faire des plans sur 500 mètres carrés de bâtiment. Nous avons identifié. Après, effectivement, s'il y a un architecte qui veut bien nous donner un coup de main, il est le bienvenu, avec grand plaisir. Et ensuite, il y a une page Facebook qui est tenue à jour avec une collègue qui s'appelle Aurélie Leroy, que je salue si elle nous écoute. Oui, moi aussi, je l'embrasse très fort. Et qui est très réactif également. Et c'est vrai que notre vraie force, c'est la réactivité. Après, malheureusement, on ne peut pas répondre tout le temps favorablement parce qu'il y a des choses où on n'est pas maître. Sur les places dans les IME, sur des délais d'attente. Il y a des délais d'attente qui sont très importants, il y a des familles qui sont en détresse, et ça, c'est des choses, on les accompagne, on parle beaucoup avec eux, mais il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. On a déjà pu apporter des biens matériels ou identifier des besoins spécifiques. Et à ce moment-là, justement, on fait appel à notre réseau lorsque l'on recherche un type de matériel particulier pour une famille qui en aurait besoin. D'accord. C'est sûr. Et pour information, depuis la création de l'association, il y a eu plus de 113 familles, 114 familles qui ont été accompagnées. Soit ils étaient en rupture scolaire, soit ils étaient déscolarisés. D'accord. Et c'est des personnes qui ont été identifiées. Les familles ne sont pas des numéros. On a les noms, les prénoms, on est en contact avec eux. Et ça, c'est important. Et justement, là, s'il y a une famille qui nous écoute, qui se sent un peu concernée par votre association, et voudrait à la rigueur que leur enfant intègre cette classe Sophia, est-ce que c'est possible d'intégrer en cours? Par exemple, elle viendra vous voir, elle dit là, j'aimerais bien qu'en janvier, mon fils ou ma fille intègre cette classe Sophia, parce que je pense que est-ce que c'est encore possible en cours d'année de le faire? En fait, ce qui est compliqué, c'est toujours intégrer un enfant en cours de route. Mais on le fait dans la classe Sophia pour la simple et bonne raison, c'est que les enfants ils intègrent pas tout le temps début d'année. Il y en a qui viennent. Il y en a un qui a intégré au mois d'avril déjà, de 2022, et qui a fait la fin de l'année.
parce qu'il était en rupture scolaire, et donc voilà. Ensuite, pour rentrer dans la classe Sophia, ça passe par un processus où Bien sûr, vous l'avez il faut dit, avoir hein, une ouais. notification IME, Bien sûr. il faut aller à la rencontre du responsable, enfin de la responsable du pôle TSA de l'EPLN Keller. Il y a tout un système de questions qui est mis en place pour voir si la classe Sophia va être bénéfique ou pas pour l'enfant. Et ensuite, à l'issue de ça, il y a le médecin qui est le docteur Picot, qui est le médecin du dispositif, et avec le PLN Keller qui prend une décision d'intégrer ou pas l'enfant. Et justement, alors ça c'est plutôt une question un peu personnelle, on va parler au papa. Est-ce que vous sentez que ce groupe, en fin de compte, il se soude, ce groupe d'enfants est devenu une bande de potes, en fin de compte Voilà, c'est le papa qui parle. Là, on a vraiment la chance que la classe Sophia soit dans l'école de Turgovie où ils ont été très bien intégrés. D'accord. Et ça, je remercie l'ensemble des enseignants et du personnel municipal et du périscolaire également, parce que il y a eu un travail de fond qui a été important, et aujourd'hui, effectivement, les enfants se reconnaissent. Iliam, il est amoureux d'un copain à lui, à chaque fois il nous montre sa photo, qui s'appelle Ilyes, et c'est juste incroyable. On nous avait dit qu'ils n'avaient pas de rapport entre les enfants, et en fait on est en train de démontrer le contraire. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, il a un vrai copain dans sa classe, il le prend à sa manière, mais c'est son pote, c'est son vrai copain. Et effectivement, et puis les enfants se reconnaissent. Après, ils vont pas jouer comme les autres enfants au ballon ou à la récréation ensemble, mais ils ont leur code. D'accord. Et cette question pour Jessica, par rapport à l'éducation nationale, le poste, parce que ça peut intéresser aussi des enseignants, est-ce que le poste d'enseignant spécialisé, c'est plutôt un poste dans un cursus plutôt, entre guillemets, avant l'IEFM, ou plutôt un poste, alors j'aime peut-être IFEN éducateur? Est-ce que c'est plutôt, non, c'est vraiment un poste d'éducateur, comment, voilà, on devient... Alors, quand on est professeur des écoles, on peut s'engager dans une reprise d'études pour pouvoir passer le concours d'enseignant spécialisé. D'accord, ok, voilà, c'est ce que je voulais savoir. Oui. Alors après, j'ai eu le cas d'un éducateur spécialisé qui a repris ses études pour avoir en plus la fonction enseignant spécialisé. Ça peut intéresser justement des enseignants. Oui. Voilà, c'était la petite question que pouvait se poser un auditeur ou une auditrice. Ok, écoutez, vous voulez rajouter des choses? La seule chose que je pourrais rajouter, c'est ensemble on est plus fort. Oui. Ensemble, on peut faire beaucoup plus de choses. On a besoin d'être suivi un maximum, parce que ce sont les personnes qui nous donnent de la force de pouvoir continuer, parce que voilà, on a le sentiment de se sentir surélevé. Et ça, c'est important de continuer à nous suivre et de nous accompagner dans cette aventure humaine. Et pour ça, ils peuvent nous suivre sur la page Facebook, où ils peuvent nous contacter. C'est très important pour nous, parce que ça nous permet de continuer à développer justement d'autres projets, et il y a de grands projets qui vont voir le jour. Et elle est facile à trouver, hein. Moi j'ai tapé juste Association Étoile Filante, on tombe directement sur votre Facebook. Et qui est l'enfant en photo? C'est Iliam. Voilà, j'allais vous poser avec la petite bulle, la magnifique photo. C'est Iliam avec sa petite bulle, et c'est vrai que j'ai beaucoup aimé, et ça m'a inspiré pour le nom de l'association Étoile Filante. Au lieu de la bulle volante, on l'appelait l'étoile filante, parce que. Ok. Donc voilà, mais en tout cas, merci de nous avoir reçus. Voilà, 1 heure, je trouve que c'est important pour nous de vous accueillir, et voilà, de parler d'1 heure de ces magnifiques projets. Un projet qui va voir le jour, j'en suis sûr, de l'histoire du fameux collège, le collège Sophia, pourquoi pas. Et on va terminer naturellement, et on n'oublie pas le 24 juin, bon, parce qu'il y a aussi le 15 novembre, mais c'est surtout le 24 juin qu'il faudra pas. On aura le plaisir de reparler de cette date. Et pour se quitter, on va pas envoyer de générique. Puisque vous parlez d'enfants extraordinaires, j'espère que les enfants extraordinaires deviendront des hommes extraordinaires. Et c'est pour ça que j'ai choisi Les Innocents avec un homme extraordinaire. Merci à vous. Merci Mansour beaucoup. Et Jessica, merci à vous. l'association Étoile Filante. Au revoir. Au revoir.